Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La guerre entre Héracléopolis et Thèbes s'achève après un demi-siècle quand même de batailles et d'escarmouches par la conquête de la cité héracléopolitaine par le roi thébain Montuhotep II. Malheureusement, on ne dispose d'aucun document qui nous permettrait de retracer en détail la chronologie des événements, et les rares données dont on dispose sont difficiles à interpréter. Les étapes de la conquête du Nord peuvent toutefois être posées à partir des changements de titulature de Montuhotep II. En l'an 14 de son règne, 2031 avant notre ère, il prend comme nom Dorus, nom de règne d'un pharaon, celui qui fait vivre le cœur des deux terres. Ça fait sans doute suite au premier succès militaire qu'il remporte contre Héracléopolis. Bien plus tard, il change une nouvelle fois de nom d'Horus en l'an 39 et devient celui qui unit les deux terres, ce qui est simple pour les historiens, vous vous en doutez. Cette nouvelle appellation ne laisse aucun doute sur son interprétation. Montuhotep II a achevé la conquête du nord du pays, réunifiant à nouveau les deux terres sous sa seule autorité. Il organise alors une fête jubilatoire pour marquer sa victoire sur ses adversaires du Nord. Cette longue guerre d'usure qui a duré une bonne partie du XXIe siècle, entrecoupée de trêves, s'achève enfin. Le commerce reprend entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Les batailles se déroulent surtout entre Assiout et la région d'Abydos. Début XXIe siècle, Antef II s'empare de Tinis et se lance dans une réorganisation administrative de la région. Mais la ville est ensuite reprise par les Thébains qui poussent leur avancée jusqu'à Assiout. Héracléopolis réplique et reprend le contrôle de la ville. Les inscriptions font état de nombreux faits de guerre, mais c'est difficile de les transposer dans le contexte chronologique et géographique. Ce conflit, qui semble sans fin, est un incessant mouvement de va-et-vient des deux armées dans le sud de Moyenne-Égypte. Durant les dernières décennies, le nom de Montuhotep II apparaît dans les monuments et les inscriptions de Basse-Égypte. Il est à présent le maître du nord du pays. Sauf qu'il ne se lance pas dans une réorganisation totale du système administratif. Il va choisir de conserver l'ordre politique apparu à la fin de la monarchie memphite. Il respecte les puissantes lignées des potentats des siècles précédents et du coup s'adapte au nouveau contexte politique et économique. Les tombes des lignées rivales ne sont pas détruites. À Éléphantine, il rend hommage à Écaïbe, la figure tutélaire de la vie politique locale. Il adopte la même attitude dans les régions soumises du nord de Thèbes. Il utilise à son profit les anciens réseaux d'alliances établis par les Héracléopolitains. Il est conscient que l'autorité thébaine ne peut s'exercer sans le soutien des potentats locaux. Il s'attache du coup à respecter leurs positions et leurs intérêts. Dans la mise en place de l'administration royale thébaine en Basse-Égypte, les administrateurs héracléopolitains ont l'avantage du terrain puisqu'ils vivent et travaillent à proximité de l'ancienne capitale du royaume memphite. Les rois d'Héracléopolis bénéficient du coup des compétences de scribes issus des familles qui ont servi sous les derniers rois. Montuhotep II conserve ses administrateurs, même si leur nom atteste de leur loyauté aux anciens rois de la ville. On peut citer par exemple Kétiankh, le grand chef de Basse-Égypte, dont le nom signifie que Kéti vive. Il souhaite ainsi, par son appellation, une longue vie à Kétisset. Un très grand nombre de dignitaires qui travaillaient pour Kétisset et Mérikarê passent au service de Montuhotep II. Ce fait surprenant s'explique quand même par le fait que pour constituer ses propres institutions politiques et administratives, le nouveau pharaon choisit ses notables parmi justement les anciens cadres de la monarchie thébaine. Il n'est pas fou, c'est le seul moyen pour lui d'assurer une gestion financière efficace de son nouveau royaume. En effet, les routes et les réseaux commerciaux qui permettent à l'Égypte de s'approvisionner en matières premières précieuses et en objets de luxe demeurent sous le contrôle des administrateurs du Nord, d'où l'importance pour les rois thébains de conserver à leur profit le réseau marchand et le système fiscal mis en place par leurs rivaux héracléopolitains. Et l'un d'eux porte le même nom que l'ancien roi d'Héracléopolis. Le nouveau chef du trésor de Montuhotep II, Kéti, est également intendant de l'argent et de l'or et intendant du lapis-lazuli et de la turquoise. Une fois qu'il a réunifié le royaume égyptien et constitué ses institutions politiques et économiques, Montuhotep II se lance dans la conquête de la Nubie, dont il connaît les nombreuses richesses. Pour s'emparer de cette région,
dont il ne connaît rien en termes local. Il fait appel à des hommes du pays, là encore, des mercenaires nubiens, qui le guident à travers ces territoires méconnus et hostiles. Mentuhotep II montre alors l'ampleur de ses qualités de chef de guerre et de fin stratège. Il lance 2 attaques simultanées, l'une dans la région de Bouenne, jusqu'à la deuxième cataracte, et une autre dans l'oasis du désert occidental. Il prend alors possession de la Nubie septentrionale et du Fayoum. Son but principal, en lançant cette expédition, c'est de se rendre maître des routes commerciales qui sillonnent la vallée du Nil et la Nubie, qui lui permettront justement de s'approvisionner en produits rares et précieux comme l'encens. Il mène aussi plusieurs guerres contre les populations libyennes du Nord, qui exercent un contrôle sans partage de ces routes. Il s'érige alors en seul maître du commerce du lapis-lazuli, pierre semi-précieuse, vous savez, extraite dans les mines d'Afghanistan, qui parcourt ensuite une longue route à travers l'Iran, la Mésopotamie, le Levant, avant d'arriver sur le sol égyptien. Le pharaon impose ainsi sa domination sur l'ensemble du royaume, du delta du Nil à la Nubie, en passant par les déserts qui marquent les frontières du pays d'Égypte. Mentuhotep II règne désormais sur un pays qui renoue avec son dynamisme d'antan. En Moyenne et en Haute-Égypte, les archéologues ont exhumé de nombreuses paddle dolls, des poupées en forme de raquettes. Or, on ne trouve ce type d'objet que dans la vallée de l'Indus et en mer Égée. Par ailleurs, les motifs de carreaux qui ornent le manche de la raquette rappellent carrément les vêtements de laine chamarrés portés par les habitants de Mésopotamie, d'Anatolie et de Syrie. Ces objets attestent donc de la pleine intégration de l'Égypte à un vaste espace de circulation s'étendant entre l'Indus au monde égéen. Le royaume de Mentuhotep II s'impose à nouveau comme le carrefour commercial par excellence qui fait le lien entre la Grèce et le Levant.